censurés eux aussi, c'est La Furia, le magazine trimestriel. À mes côtés, Laurent Oberton, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, romancier, journaliste, on vous connaît avec la France Orange Mécanique et puis également avec vous, Marceau, bonjour. Bonjour. Dessinateur, humoristique, acide, caustique, on peut en dire, des qualificatifs. Controversé, voilà. Un petit peu, j'ai pas osé le dire ça. Alors vous allez nous parler de ce magazine Furia, je le montre à tout le monde, l'État m'a censuré, ER, on a compris hein, évidemment, c'était en référence à Omar Mathué. Racontez-nous pourquoi l'État veut vous faire taire encore une fois. Alors c'est assez simple, je pense que l'irrévérence de droite n'est pas tout à fait tolérée par les champions de la tolérance. Ce qui s'est passé, c'est que SOS Racisme, SOS Homophobie ont déposé une série de plaintes contre nos contenus. Bon, c'est rien d'extraordinaire, mais une obscure commission, la CPPAP, qui gère les agréments presse, c'est-à-dire si le droit d'être distribué dans le réseau de presse, a décidé, suite à des courriers de délation de ces associations vigilantes, que notre contenu, effectivement, n'était pas approprié, était, je cite, susceptible de choquer le lecteur. Donc à partir du moment où vous êtes susceptible de choquer le lecteur, c'est déjà trop. Le contenu qui était en question, est-ce qu'ils vous ont donné des précisions ou c'était à la volée? C'est génial parce que la lettre qui nous radie ne précise pas, dit juste c'est dans ces 2 numéros. Ils citent les numéros, c'est déjà beaucoup, et on sait par le courrier qu'ils ont fait au tribunal administratif qu'il y a 5 ou 6 pages qui ont été scannées, et c'est même pas précisé exactement quel endroit, quel passage pose problème, et surtout les plaintes qu'ils ont déposées ont été entre-temps classées par la justice. Donc en fait, il n'y a rien. Le contenu est peut-être susceptible de choquer ces gens-là, mais le gros problème, c'est que ce ressenti prime sur tout, prime sur la justice, prime sur la réalité du contenu, puisque la justice estime qu'il n'y a pas matière à infraction, et donc ça leur suffit pour nous éjecter des kiosques. Alors si je résume, SOS Racisme fait une plainte pour homophobie, racisme et j'en passe et des meilleurs. Cette plainte est classée sans suite. Pour autant, la décision qui est prise contre vous par la commission paritaire de la presse, en gros, qui vous exclut des kiosques, elle est maintenue. Elle est maintenue en renvoyant ça à la justice qui doit se prononcer sur le fond, mais d'ici 2 ans à peu près, en moyenne. La justice française. Voilà, donc on a largement le temps d'agoniser d'ici là. Voilà. Alors justement, les conséquences, Marceau, peut-être vous pouvez nous en parler, les conséquences de cette censure, parce que c'est ni plus ni moins une censure, quand on vous éjecte de certains points de vente, quelles sont-elles ? Alors c'est une censure déguisée, c'est-à-dire qu'on aurait préféré une censure brutale et assez claire, on vous interdit. Or, c'est vraiment une attaque extrêmement vicieuse, c'est quasiment un empoisonnement, c'est destiné à affaiblir et à nous faire mourir, quoi. Donc c'est vraiment particulièrement sournois. Et les conséquences, elles sont plus... il y en a plusieurs. La première, c'est évidemment le retrait de pas mal de points de vente, puisque avant, au nom du pluralisme, tu me coupes si je me trompe, c'est le conseiller technique, Laurent, il est extrêmement précis. Au nom du c'est ça. Au nom du pluralisme de la presse, etc., tous les kiosquiers étaient tenus de nous prendre en rayon, quoi. Là, ça n'est plus le cas, c'est-à-dire que les kiosquiers qui nous prennent encore la Furia, c'est vraiment ceux qui veulent le prendre, qui sont convaincus, qui aiment ce qu'on fait, ou même qui ont une vision un petit peu démocratique et qui partent du principe qu'il faut exposer tout le monde. Mais les kiosquiers qui nous aimaient pas et qui affichaient la Furia en rayon en se bouchant le nez, du coup, vont se jeter sur l'occasion pour plus nous prendre. Donc c'est vraiment un effondrement des points de vente physiques, c'est-à-dire que le monsieur moyen, pour reprendre Laurent, qui se promenait, qui tombait sur une un petit peu sympa et qui ne nous connaissait pas, maintenant, c'est quasiment impossible puisque la Furia... De vous découvrir, c'est impossible. C'est quasiment impossible de nous découvrir. Par ailleurs, on avait des avantages fiscaux et postaux relatifs à tout magazine qui disparaissent. Donc c'est d'histoire de TVA, je crois. Donc tout ça, c'est vraiment des charges assez lourdes qui vont peser sur le journal à partir de maintenant. Donc, charges financières plus points de vente en moins, c'est quand même pas génial, quoi. Plus les frais judiciaires aussi qui vont avec, évidemment. Et en plus, les points de vente en moins, si je ne m'abuse, les gens qui vont continuer par choix de vous distribuer vont subir des pressions, j'imagine. Éventuellement. Bon, après, il faut qu'ils se laissent faire. On sait déjà que SOS Racisme a commencé là, en fait, en envoyant des courriers un petit peu intimidants à nos vendeurs en disant regardez, vous vendez ça, ça veut dire que vous validez les ensembles de notre histoire, en quelque sorte. Et
automatiquement, les grandes enseignes, Cultura par exemple, on a eu des preuves de ça, que des messages internes ont circulé en disant retirez-les des rayons, on n'en parle à personne, mais on cache ce magazine, ce qui est totalement illégal, mais on sait que ça a été fait, on a la preuve. Donc à partir de là, maintenant, il n'y a plus de filet, les vendeurs seront exposés à ça et pourront pas dire oui mais ils ont l'agrément, je suis obligé de les vendre. Donc on va perdre beaucoup petit à petit, on pense, de points de vente et l'idée de nous faire disparaître du paysage. C'est-à-dire la liberté d'expression. C'est du boycott, en fait. Oui, c'est ça, c'est la liberté d'expression, d'accord, mais dans votre jardin, quoi, très loin des canaux d'expression classiques. Et une fois de plus, du boycott non assumé, puisque du coup, c'est pas vraiment interdit, c'est voilà. Oui. C'est un peu le phénomène qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vidéos, c'est le fameux shadow banning, c'est-à-dire exactement ça. On s'est fait shadow banner des kiosques, ouais, complètement. Alors j'imagine que vous avez plein d'espoir quand même pour que la situation soit rétablie, notamment grâce à vos abonnés. Quel soutien avez-vous reçu depuis cette affaire? Parce que quelque part, j'ai envie de vous dire que notre grande famille, tout confondu, est un peu habituée à ces coups de boutoir du système. Oui, et alors c'est vrai qu'on ne savait pas du tout si on allait avoir des réactions, du soutien, si il y aurait eu un mouvement d'indignation un peu général contre ça. Et il se trouve que c'est le cas parce qu'on voit on critique souvent la solidarité de notre camp en disant chacun est dans sa petite boutique et on ne se préoccupe pas des autres. Eh bien, je trouve quand même que là, on a eu pas mal de réactions, pas mal de messages, de soutien, d'appels à l'abonnement en disant nous, de toute façon, on est très clair. Notre situation économique, elle tenait à un fil parce qu'on n'a pas d'investisseurs, on n'a pas de milliardaires, on n'a pas d'aide à la presse. Donc, on était extrêmement ric-rac. Avec ça, c'est une condamnation à mort. Donc, soit vous vous abonnez tout de suite, vous nous aidez tout de suite, soit on disparaît. Pour le coup, c'est la responsabilité aussi du lecteur. On ne dépend que de lui, on n'existe que grâce à lui. Donc, cet appel a l'air de fonctionner, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'abonnements, on a beaucoup de mobilisations. Pour l'instant, on n'est pas tiré d'affaire, mais on entrevoit la lumière. Sursis, au moins pour les numéros, qui se profilent. Clairement, les 2 prochains numéros, on est sûr de pouvoir les sortir et on espère surtout amplifier le mouvement, retourner contre cette attaque contre ces auteurs en montrant que non seulement ils n'arriveront pas à nous faire disparaître, mais qu'en plus, à chaque fois qu'ils vont essayer de faire disparaître un média non aligné, la contre-mobilisation sera telle que on va les dissuader de refaire ce genre de petites bassesses. On parlait tout à l'heure du caractère un peu insidieux de leurs attaques. En plus, ils ont fait ça juste avant l'été, je crois. Mais c'est ça, voilà. Ils ont le retrait de l'agrément. Là, on a lancé la riposte aujourd'hui. Pourquoi on l'a lancé aujourd'hui? Parce que le retrait de l'agrément a eu lieu au début de l'été. Et donc, évidemment que c'était calculé, parce que si on avait fait une campagne comme on fait actuellement au début de l'été, ce serait tombé dans l'oubli des vacances, dans le vide des vacances, parce que les gens se détendent et à raison. Donc ils auraient dit, bon écoute, la petite polémique de la Furière, on verra ça plus tard. Et en gros, il ne se serait rien passé du tout. Et si on avait remis une couche à la rentrée, ça aurait vraiment fait un flop, quoi. Donc non, tout ça est vraiment particulièrement insidieux. J'ajoute que ça fait, je trouve, assez écho à l'époque. C'est-à-dire que la gauche, voyant qu'elle perd du terrain sur tous les niveaux, que ce soit institutionnel, culturel, surtout culturel d'ailleurs, parce que les gens en ont marre de l'humour de gauche subventionné, donc ils commencent à aller dans le camp d'en face, ne prend même plus de pincettes pour se débarrasser des gens qui la dérangent. Alors, je vais faire un parallèle un peu audacieux avec La Furia et Charlie Kirk, mais Charlie Kirk, c'est ça, c'est-à-dire que le type, il a juste des idées qui ne conviennent pas à la gauche, bon, on le bute. Non mais voilà, on le bute, point quoi. Et nous c'est pareil, c'est-à-dire que les idées qu'on a ne conviennent pas à la gauche. Pour l'instant vous avez de la veine, c'est que le magazine qu'on essaie de buter. C'est que le magazine et je leur conseille de ne pas venir trop se frotter à nous, mais n'empêche que sur le principe c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'on ne justifie pas, ou alors vraiment vite fait, et encore quand on a mis la lumière dessus, voilà, on les fait sauter parce que c'est comme ça. Ouais, c'est ça qui est vraiment fou, c'est que c'est vraiment un tampon administratif. Il y a, justement, il n'y a pas de juge, il y a machin, et c'est a priori légal. Ils ont le droit de faire ça, de dire le contenu est susceptible de choquer. Mais enfin, tous les titres de presse, je ne sais pas quelle publication n'est pas susceptible de choquer. Il y a des gens qui sont choqués partout. Le JT de Léa Salamé. Oui, bah voilà, c'est très choquant. Libération, c'est choquant. L'Humanité, c'est choquant. Et après, c'est au lecteur de prendre sur soi en se disant ça me choque, je reste zen, je ne suis pas obligé de les lire. Voilà, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et c'était encore une fois l'État profond, cette dame, donc la présidente de la CPPAP, elle est conseillère d'État, énarque, membre du comité d'éthique de France Télévisions, ancienne de l'Arcom. Elle a tous les diplômes. Voilà, elle a tous les diplômes pour nous dire non, vous non, parce que votre humour à vous, ça ne va pas. Et voilà.
Alors justement, on va peut-être parler quand même de cette revue. On ne va pas faire l'intégralité sur vos opposants, même s'ils sont nombreux, mais on les espère bientôt en déroute. Racontez-nous, Furia, c'est le 16e numéro, donc ça dure quand même depuis déjà pas mal de temps. 2022, le lancement c'était 2022. Et là on était agréé à cette époque-là, tout allait bien. C'est-à-dire que normalement ils ont vérifié les contenus pendant 3 ans sans trouver jamais aucun problème. Et il a suffi d'une lettre pour qu'ils commencent à... Ah, zut. Non. Heureusement qu'ils n'ont pas lu. Hein. Heureusement qu'ils n'ont pas lu pendant tout ce temps-là. Évidemment qu'ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas du tout lu. Sinon, ils auraient fait une plainte plus tôt, non ? Mais bien évidemment. Non, mais je veux dire selon leurs critères, c'est ça que je voulais dire. Quoi. Ouais. Selon leurs critères, évidemment qu'ils auraient fait une plainte avant, parce que la Furia, c'est la foire. Mais non, ils ont décidé de lire, il y a 2 numéros, comme tu disais, pour je ne sais quelle raison. Une petite lettre de délation. De délation quelconque, intéressez-vous à la Furia, et voilà quoi. Est-ce que finalement aussi, je vais faire un peu l'avocat du diable quand même, pour qu'on ait l'impression que... mais est-ce que c'est pas aussi un peu votre fond de commerce de choquer, de provoquer, et que bon, bah là, ce coup-là, vous avez perdu, quoi ? Non, mais la provocation, elle est complètement assumée. Moi, effectivement, même des fois, certains de notre camp, en théorie, nous disent quand même, votre humour est radical quand même. On dit, mais attendez, vous avez vu la situation dans laquelle est ce pays. Si la seule réponse radicale, c'est l'humour, excusez-moi, je pense qu'il nous reste de la marge de manœuvre. Donc, à mon avis, on est encore loin d'être radical dans notre réponse. Au contraire, on essaie de montrer... Aujourd'hui, pour nous, l'irrévérence, elle est complètement passée à droite. L'opposition réelle, la droite réelle, hein, pas la droite républicaine, je parle de la droite. Pourtant, ils ont de l'humour, ils savent pas, mais... La droite de rupture. Et on voulait montrer ça, on voulait vérifier jusqu'à quel point cette France, cet appareil, ce système médiatique était Charlie. Il est Charlie peut-être, mais en tout cas, il n'est pas Furia. Et donc, on est un test. On regarde jusqu'où cette fameuse liberté qu'on nous promet, cette fameuse tolérance, cette ouverture d'esprit, cette pluralité, on essaie de montrer qu'elle n'existe que très, très théoriquement. Tout est histoire de contexte. On parlait de provocation. Alors aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce qu'on fait est provoquant. Mais blague à part, moi je trouve que ce qu'on fait est en fait assez mesuré, vraiment. Mais dans le contexte actuel, c'est extrêmement, extrêmement choquant. Si on va par là, Charlie Hebdo ou d'autres magazines de ce type avec de l'humour de gauche, donc anti-chrétien, le Christ, etc. Si aujourd'hui ça nous paraît extrêmement basique et totalement inoffensif, il y a 60-70 ans, c'était la folie furieuse. Puisque à l'époque, la société n'était pas la même qu'aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Et ce que disait Laurent, c'est qu'effectivement, les rôles se sont un petit peu inversés. Et qu'aujourd'hui, c'est l'humour de droite qui est perçu comme irrévérencieux. Moi, je considère qu'on dit que des choses absolument normales. Alors effectivement, on taquine un petit peu parce que c'est l'esprit, ouais. C'est l'esprit, puis c'est notre nature. Mais la question de la provocation dépend surtout du contexte. Et aujourd'hui, le contexte est tellement à gauche, on baigne tellement là-dedans, oui, que la moindre voix un petit peu, le moindre propos un petit peu dissonant est rapidement perçu comme provoquant. Alors que moi, je le considère comme mesuré et tout à fait normal. Ça, je pense que ça montre surtout à quel point la société a été immergée dans cet antiracisme réflexe que chacun s'est un petit peu attribué pour justement ne pas supporter des contenus comme les nôtres qui sont vraiment des blagues absolument généralisées sur tout le monde, mais on va nous en reprocher que certaines parce que, encore une fois, ces réflexes, on s'est habitué à ne plus pouvoir parler, à ne plus pouvoir rire. On nous a expliqué qu'il fallait, c'était offensant, il fallait déconstruire tout ça. Et nous, justement, on dit surtout pas. Si on abandonne à chaque fois qu'on cède quelque chose à ce rouleau compresseur, il avance un peu plus et avec un peu plus d'entrain. Donc à un moment, il faut mettre un énorme pavé devant lui et dire stop, ça ne passera plus et on ne les laissera plus faire. En plus, on a le sentiment finalement que quand vous faites de l'humour, que vous poussez un peu les limites un peu plus loin, que vous allez provoquer un petit peu. En réalité, si on prend un petit peu de distance, on regarde ce qui se passe au quotidien et on se dit finalement, il pourrait aller plus loin parce que le réel les dépasse. Là, quand on voit par exemple le cambriolage du Louvre avec une équipée fantastique qui prend sa petite nacelle en plein milieu de Paris un dimanche matin et que personne n'est interpellé par les faits parce que Paris est devenu un chantier géant, on se dit concrètement, vous êtes plutôt en deçà. On a du mal à admettre que c'est nous qui occupons la justice et qui occupons les services d'État plutôt que voilà, ces gens-là, ces affaires-là, l'affaire Lola. On a vraiment, encore une fois, cette impression de déconnexion immense. Moi déjà, quand j'écrivais mes livres, qu'on me disait « Ah, mais c'est déjà inacceptable sur un plateau télé ». Mais peut-être, mais par rapport à la vraie vie, au réel, c'est une goutte d'eau. Et comment vous expliquez justement ce décalage ? Parce qu'on ne peut pas dire que
on voit bien quand même que la gauche perd du poids politique en tous les cas. Donc comment vous expliquez qu'il y ait encore ce décalage malgré le déclin de la gauche en France ? Parce que je crois que les mouvements de fond prennent beaucoup de temps à se mettre en place. Je dis souvent que l'idéologie 68arde, elle ne s'est pas imposée partout en 3 semaines. Ça a mis du temps. Il a fallu remplacer des postes petit à petit, il a fallu remplacer des artistes, il a fallu beaucoup de choses, le temps que ça s'installe. Je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 décennies avant que vraiment ce soit devenu la norme, en fait. C'est pour ça que moi j'avais dit, j'espère, pour mes enfants et pour la société en général, qu'à la fin de ma vie, je serai ringard. Parce que si je suis ringard, ça veut dire que mes idées ont gagné et que ce que je raconte était devenu inoffensif. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc comment je l'explique ? Je l'explique pour ça, parce que ça prend vraiment du temps. Mais il y a vraiment il y a un mouvement qui est en marche. On le voit, moi, à l'échelle de ma toute petite carrière, en 10 ans, j'ai vu les lignes bouger, toi aussi d'ailleurs, parce que ça fait à peu près autant de temps que tu traînes dans les parages. Les lignes ont énormément bougé. Le problème, c'est l'inertie de la machine, quoi. C'est-à-dire que eux, ils sont là, Big Brother, ils s'accrochent, justement. voilà, les énarques sont toujours là, ils sont en train de tourner depuis des décennies, c'est toujours les mêmes. Et évidemment, ils vont s'accrocher à ça, quoi. Donc, ils cherchent plus à produire de la valeur ajoutée, culturelle. Ils savent que sur ce terrain-là, ils gagneront pas, mais ils s'accrochent à leur force de chantage et d'intimidation parce que c'est tout ce qu'ils ont. Et ils ont quand même l'appareil d'État, ils ont cette puissance-là, ils ont les subventions. Donc, il faut pas crier victoire, il faut vraiment s'assurer de finir le travail maintenant. Il faut s'accrocher, quoi. C'est ça. Et alors justement, s'accrocher, pourquoi votre objectif, c'est quoi ? C'est pas uniquement de produire un magazine, même s'il fait rire, s'il est divertissant, s'il fait apprendre des choses. Est-ce que c'est pas clairement de l'influence, voire même de la politique un peu ? Oh oui, il y a de ça. Moi, l'idée a toujours été le réarmement des pensées. Donc, d'attraper le monsieur moyen, par exemple, sur sa petite promenade. C'est gentil de le montrer quand vous Je reprends son propos. Il est face au JT de TF1, d'M6, etc. Il a les stations radio. Il a une offre enfin, même pas culturelle, mais en tout cas, son intellect, son cerveau disponible, comme disait l'autre, est agressé en permanence par l'appareil, par Disney, par Netflix, par tous ces trucs qui sont ultra puissants. Et nous, on essaie de l'attraper un petit peu, on lui dit stop, 2 secondes de réflexion, où vas-tu, à quoi participes-tu ? Et essayer de le ramener à une réalité qui est peut-être un peu des fois dure à entendre, mais qui est réelle, quoi. C'est-à-dire il faut réagir, il faut se dépêcher, on n'a pas beaucoup de temps. Donc l'idée est de préparer culturellement ce réarmement des esprits, parce que pour moi, il ne peut pas y avoir d'avancée politique ou d'avancée sociétale sans un travail préparatoire une préparation d'artillerie dans les esprits. Et on essaie d'y contribuer. On a le sentiment que ça s'adresse un peu à tout le monde d'ailleurs. C'est une espèce de réarmement des esprits, mais de toutes les classes d'âge, de toutes les catégories socio-professionnelles. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait aussi des articles de Gilles Lartigot qui parle beaucoup d'alimentation. Il fait un truc sur Maïté et je ne sais plus qui. Enfin, c'est très éclectique en fait comme magazine. Ah oui, mais c'est d'ailleurs ce qu'on avait voulu. On ne voulait pas faire une caricature de journal de droite, on va dire bête et méchant, un petit peu à la Raquerie, mais un truc vraiment étriqué ou poussiéreux. On voulait faire un truc un petit peu sympa, parce que même si la situation générale est catastrophique, et c'est la raison pour laquelle on est en première ligne, même si j'utilise cette métaphore guerrière, alors on n'est pas non plus des guerriers, mais voilà, on est en tout cas en première ligne culturelle, on va dire. On n'a pas non plus envie de plomber le moral des gens. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver en tirant la gueule en disant ça va pas du tout, c'est affreux. On va tous mourir. Ouais, Achetez des boîtes de conserve, prenez des fusils à pompe. Non. Effectivement, il y a ça. Ça fait partie de la furia, c'est-à-dire qu'on alerte. Moi, je fais des articles épouvantables. Laurent, j'en parle même pas, parce qu'en plus, lui, il est technique, donc il met des trucs et tout, des petites notes. Les petits chiffres et les détails qu'on ça. aime bien, oui. Voilà. Mais effectivement, on est aussi là pour déconner un petit peu, pour se calmer, pour passer un bon moment ensemble. L'esprit gaulois. L'esprit gaulois, voilà. On est au combat, mais après le combat, on peut aller boire un petit coup et discuter de tout et de rien. Et c'est ça l'esprit de la Furia. Oui, c'est le retournement, la capacité aussi à mieux vaut en rire, quoi, à dire mieux vaut en rire. Une résilience, parce que c'est vrai que si nos lecteurs ont conclu que tout est foutu et qu'il faut tout arrêter dès ce soir et plus rien faire, voilà, nous, on sait bien que la situation est grave, mais il faut sauvegarder justement ce qui nous caractérise, l'esprit, ces fameux esprits gaulois, cette capacité à rire malgré tout et à combattre. Et on peut faire les deux à la fois, pas de problème.
c'est pas interdit d'être attractif quand on est de droite, comme l'a fait remarquer Marceau. Et c'est pas interdit de ne pas être austère aussi. Oui, voilà, tout à fait, parce que souvent, encore une fois, l'homme de droite est très fier de lui, il pense qu'il a gagné la bataille des idées, qu'il pense très bien, mais il oublie qu'à un moment, pour faire passer le message, il faut que le message soit attractif face à une concurrence, encore une fois, qui est délirante de puissance. Donc il faut trouver des moyens de lui plaire aussi, pour que ce message passe. Et accepter le jeu aussi. Ah oui, tout à fait, oui, évidemment. Donc justement, divertir par des dessins humoristiques, toucher par d'autres moyens, des moyens autres que l'écriture pure, que les livres, avec des outils plus accessibles. Absolument. Toutes les armes sont bonnes de toute façon pour changer les idées, quoi. Parce que la jeunesse de France aujourd'hui, on sait, quand on s'intéresse à sa consommation, on sait que c'est essentiellement TikTok, les lectures c'est des mangas, la musique c'est le hip-hop et tout ce qui est assimilé à ça. Donc c'est pas gagné encore le combat culturel, et c'est Netflix, et c'est Disney, et c'est toute cette production qui lui entre directement à plein jet dans le cerveau. Donc il faut trouver les moyens de lui parler aussi, de notre côté. Mais aussi, la place qu'est la nôtre, je pense que c'est intéressant, je viens d'y penser là, c'est que en fait, il va y avoir une rencontre entre le réel et ce qu'on est en train de mettre en place comme armement culturel, on va dire. Parce que on parlait de la jeunesse. Effectivement, il y a ici du TikTok, etc., tous ces machins-là. Mais il y a aussi le réel. Le réel, c'est donc une immigration extrêmement forte, une insécurité galopante. Et les jeunes, qui ont 10, 15, 20 ans aujourd'hui, sont vraiment en train de baigner là-dedans. Donc eux, ils n'ont pas les pudeurs que pouvaient avoir leurs aïeux. Ils sont beaucoup plus synthétiques, si vous voulez. Et donc, d'un côté, ces gens-là rencontrent le réel, commencent un petit peu à douter, à se dire « mais attends, ce que me raconte Léa Salamé, je suis peut-être pas très convaincu parce que moi, ce que je vois dans la vraie vie, c'est pas du tout ça. » Et nous, derrière, on arrive en disant « coucou, tu as raison de penser comme tu penses, regarde, lis La Furia, ou lis telle ou telle chose. » Et donc, c'est cette espèce de rencontre un petit peu des courants qui va, à mon avis, changer les choses. C'est-à-dire que c'est pas forcément un déclic dans les esprits, mais c'est un soutien pour dire tu n'es pas seul à trouver qu'il y a quelque chose qui marche pas bien, quoi. Exactement. Bien sûr, non, mais c'est très important. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure, à titre personnel, évidemment que je le fais en tant qu'artiste, on parle de La Furia parce que j'aime mon métier, mais aussi, et je sais que Laurent le pense aussi pareil, je le fais aussi en tant qu'homme et en tant que citoyen qui, comme beaucoup de gens ont des enfants, s'inquiètent du monde qu'on va leur laisser. Et donc moi, je profite du fait d'avoir une voix qui porte un peu plus que n'importe quelle personne, et Laurent c'est pareil, pour essayer de diffuser tout ça. Parce que je veux changer la société, d'abord et avant tout pour ma famille. Idéalement pour mon village, et ensuite pour ma région, etc. etc. C'est le cercle... On la connaît, absolument. La cousine, les trucs comme ça. Là, voilà, quoi. Quelles sont les prochaines étapes pour La Furia? Alors j'imagine que vous attendez bien entendu ce tribunal administratif qui va mettre 2 années à se prononcer si vous avez de la veine. Mais entre-temps, évidemment, vous appelez les abonnés à vous suivre, vous appelez ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous suivre, j'imagine? Oui, c'est bête à dire, mais le nerf de la guerre, c'est celui-là. Les abonnés peuvent aussi faire des dons, mais évidemment, nous, on préfère avoir des nouveaux abonnés, parce que le but, encore une fois, est de leur parler. Donc les fêtes approchent, je sais pas, vous êtes déjà abonné, vous abonnez Mémé, vous abonnez un ami, un ennemi. Mémé, ça va secouer quand même. Mémé, ça peut secouer un peu. Bon, elles en ont vu d'autres, elles sont solides. Et donc non, mais voilà, c'est vraiment... c'est à vous de jouer, parce que nous on fait ce qu'on peut, on va se battre évidemment jusqu'au bout. S'il faut prendre le maquis, écrire depuis notre tanière sur un support différent, on le fera, on fera tout ce qu'on peut, mais on a besoin des lecteurs. On pense vraiment que c'est utile de montrer, de marquer un coup d'arrêt, de dire ils ne peuvent plus nous faire ça, c'est trop tard. Maintenant nous on a décidé de dire ça, et on va le dire, et ils ne nous arrêteront pas, et plus ils essaieront de nous arrêter, plus le message sera répandu. Là, on aura réellement marqué des points. Donc c'est vraiment le message essentiel aujourd'hui. Marceau, le mot de la fin? Pas grand-chose à ajouter, sinon qu'effectivement, si on n'aide pas La Furia à s'en sortir, les prochains, ce sera vous. Ça, c'est très intéressant, c'est très important, parce qu'on a vu à chaque fois, je le répète à chaque fois, il y a eu RT qui a été censuré, après il y avait nous au premier plan, en l'occurrence sur YouTube, et à chaque fois, il y a toujours
même cette grande famille qui dit oui, mais ils avaient quand même quelque chose à se reprocher. La réalité, c'est que non, ça peut arriver à tout le monde et il faut être solidaire systématiquement parce que sinon, ça vous arrivera en fait. C'est chacun son tour. C'est chacun son tour et c'est la loi peut-être pas la loi du plus fort, mais c'est la loi de la jungle. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, c'est animal. C'est-à-dire que si on se laisse manger, on va finir manger, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, il faut se battre, et il faut que les gens autour, effectivement, se battent, non pas forcément par solidarité, mais pour dire à l'ennemi, non, arrête, tu ne peux pas tout te permettre. Ça, c'est important, ça. Mais je suis vraiment assez confiant. Alors là on n'a pas encore atteint notre but d'abonnement pour sortir d'un seuil critique, mais je suis assez confiant parce que je m'attendais quand même à pas mal de soutien, mais pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a une bonne solidarité, c'est vraiment très bien. Ça monte petit à petit, les gens s'emparent du sujet, et ça fait chaud au cœur, et pas que pour nous, vraiment. Ça fait chaud au cœur pour une question de principe aussi. Il ne faut pas se laisser faire. Et on mettra le lien, évidemment, pour s'abonner à la Furia dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup Laurent Oberton, merci beaucoup Marceau. N'oubliez pas, c'est la Furia, ils ont voulu les censurer, mais grâce à vous, ça n'arrivera pas. À bientôt.